Bonjour à tous, merci d'être là en physique ou derrière le replay que vous aurez plaisir à regarder. Je suis Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale d'une association qui s'appelle EdTech France et qui fédère donc un peu plus de 380 entrepreneurs en France aujourd'hui. C'est un plaisir ce matin d'animer cette table ronde pour parler d'impact dans un secteur qui a connu une très forte croissance cette année, comme on le sait tous, avec le confinement qui a forcé universités, entreprises à investir massivement dans des outils numériques pour pouvoir continuer à enseigner, à étudier, à vivre et à travailler aussi un petit peu en mettant en place des solutions donc, innovantes. Cependant, cette crise a aussi été un révélateur de toutes les fractures qui demeurent en France et dans d'autres pays du monde, des fractures d'équipement, des fractures de connexion, des fractures culturelles, sociales et des fractures aussi de genre dans notre appétence entre filles et garçons vis-à-vis du numérique. Et on a toujours en 2021 ce chiffre, 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans être formés, et on a un risque d'une jeunesse à deux vitesses qui se creuse, ceux qui savent maîtriser le numérique et ceux qui ne savent pas maîtriser les bases du numérique. Donc aujourd'hui, on est justement là pour parler de tout ça ensemble, car ça peut être un formidable levier d'inclusion, le numérique, que ça soit à l'école, dans le cadre de l'entreprise ou à l'université. Et justement, on va discuter ensemble de comment les nouvelles technologies permettent d'ouvrir de nouveaux horizons à l'éducation. Donc pour parler de ce vaste sujet, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 4 personnes qui représentent chacune à leur manière une partie de ce vaste thème. Tout d'abord Tiffaine Duchet, qui est donc VP Opération et coordinatrice RSE au sein de Teach on Mars, qui est une start-up française située à Sophia Antipolis, qui est spécialisée dans l'édition de solutions d'apprentissage mobile destinées à la formation pro. Et depuis 2018, il y a une application, tu nous en parleras tout à l'heure, qui justement répond parfaitement à cette problématique d'impact. Je ne spoile pas, tu nous en diras plus. On a ensuite Adrien Bouillot. Bonjour Adrien. Fondateur de Childboard Education, qui est basé au Ghana, qui nous arrive en direct de Charles de Gaulle ce matin, et maintenant en Côte d'Ivoire aussi. Et tu as créé une start-up qui développe des programmes d'e-learning à destination des universités, des ONG. Tu nous expliqueras tout ça tout de suite. Et ensuite, nous avons donc Mathilde. Mathilde, bonjour. Qui est Head of Entrepreneur Programme chez Make Sense, que vous connaissez tous, créé en 2010, qui crée des programmes et des outils de mobilisation collective pour permettre à tout le monde de passer à l'action et de construire une société plus durable et inclusive. Et enfin, Juliette D'Angelo de la Banque des Territoires, qui est chargée de projets et d'investissements sur le secteur de l'éducation. Et la Banque des Territoires, comme vous le savez tous, qui accompagne les acteurs territoriaux sur ces vastes problématiques d'impact et surtout de comment construire un avenir plus durable. J'arrête de parler et je vous cède la parole. Première question. Chacun à votre manière aujourd'hui, donc que ça soit en France ou à l'étranger, vous défendez cette vision d'un numérique inclusif et durable. Du coup, je vais vous céder la parole à tour de rôle. D'abord, toi, Tiffaine, tu travailles donc pour Teach on Mars. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est l'ADN de cette start-up en lien avec le thème du jour ? Merci, oui, bonjour à tous. Donc effectivement, les fondateurs de Teach on Mars avaient vraiment cette volonté, quand ils ont créé la société il y a maintenant presque 10 ans, de démocratiser l'accès au savoir, avec la conviction forte en fait que c'était une société où il y avait plus d'éducation et d'enseignement, c'était une société qui allait mieux. Donc voilà, mettre l'éducation pour changer le monde. Et donc ils sont partis du constat que, donc ils étaient déjà très impliqués dans le numérique, que le téléphone mobile aujourd'hui était un formidable moyen en fait de démocratiser, puisque tout le monde pratiquement en avait un, et que c'était aussi plus accessible en termes d'usage pour toutes les populations. Donc ils sont vraiment partis sur cette idée de démocratiser via une diffusion sur mobile, donc ça c'est pour atteindre l'apprenant, mais aussi donner à chaque formateur dans le monde, c'est-à-dire chaque personne qui détient une connaissance, la possibilité de la digitaliser de manière très simple, puisque là aussi, en fait, côté back-office, côté conception, c'est pas toujours simple de digitaliser des contenus. Donc il y avait aussi cette volonté, qui est toujours très présente aujourd'hui, vraiment de pouvoir proposer un outil très simple pour que n'importe quelle connaissance puisse être facilement transmise.
Voilà, c'était vraiment l'ADN. Et aujourd'hui, notre mantra, c'est More Learning Moment, Better Future. Donc c'est vraiment ce côté, plus on apprend et plus on l'espère, l'avenir sera meilleur. Génial, merci Tiffaine. Un ADN mobile qui te parle, Adrien. Tu as fondé Childboard Education justement pour apporter des opportunités de formation à des personnes qui sont isolées du numérique. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la jeunesse de Childboard et aussi la mission, comme ce que Tiffaine vient de nous expliquer, qui t'anime au quotidien? Oui, absolument. Bonjour à tous. Effectivement, Childboard Education, ça a commencé d'un constat tout simple, qui est qu'aujourd'hui, on peut faire à peu près tout avec le numérique. On peut acheter des NFT, on peut livrer la nourriture en 10 minutes, on peut faire toutes sortes de choses magiques, mais il y a encore des millions, des centaines de millions de personnes qui n'ont même pas accès à des choses alimentaires telles que l'éducation, l'apprentissage, la lecture. Et donc, ça m'a mis un petit peu en colère, pour tout vous dire, et je me suis dit, je vais essayer de trouver une solution à ça, ce qui était à la fois très arrogant, puisqu'évidemment, il y a beaucoup de monde qui avait déjà des solutions pour ce problème-là, mais à la fois très nécessaire, puisque le besoin est toujours là, et il y a besoin absolument de développer les technologies. Et du coup, on a développé une technologie qui est vraiment inclusive. Alors, les personnes isolées du numérique, ce n'est pas forcément des gens qui sont géographiquement ou physiquement isolés. Ça peut être tout simplement des gens qui sont en plein milieu d'une grande ville, mais qui n'ont pas le temps, qui doivent travailler, donc qui ne peuvent pas aller se former dans un centre dédié. Et donc, on a développé cette petite application qui permet à quiconque de, en quelques minutes, avoir accès à des cours pour apprendre un métier, améliorer leurs compétences, agrandir leurs revenus, etc. Génial. Et du coup, tu es basé à Abidjan, c'est ça? Actuellement, oui, à Abidjan, mais la société est principalement basée au Ghana. Super, merci beaucoup. Mathilde, Juliette, on passe à vous. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un programme à impact qui est dédié justement à la EdTech, donc à ces solutions numériques pour une meilleure expérience d'apprentissage. Ce programme s'appelle Passerelle. Est-ce que, Mathilde, tu peux nous expliquer pourquoi Make Sense, donc, que tu connais très bien, et surtout le pôle entrepreneur qui a accompagné depuis sa création un peu plus de 10 000 startups, pourquoi ce pôle a décidé de soutenir ce programme Passerelle sur ce secteur de la EdTech? Bonjour à tous, donc Mathilde Torel de Make Sense. Je représente la partie entrepreneur de cette association qui accompagne les innovations sociales et environnementales. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'éducation chez Make Sense? Ça fait longtemps en réalité qu'on voulait monter un programme dédié à l'éducation. Vous le savez, comme nous tous ici, ce qui nous rassemble, ce sont ces enjeux d'impact sur le temps long. Or, l'éducation est un marché qui est particulièrement difficile à aborder pour des startups ou des associations. Les lenteurs liées au travail avec les collectivités ou avec l'éducation nationale vont parfois en confrontation avec le besoin d'exécution un peu rapide des innovations portées par les startups. Et du coup, on a particulièrement des difficultés à pérenniser les innovations sociétales dans l'éducation. Ça faisait du coup longtemps côté Make Sense qu'on avait envie de soutenir et d'aller plus loin sur ces solutions. Le problème, c'est qu'on n'avait pas tout le réseau institutionnel qui nous aurait permis d'ouvrir les portes des collectivités, de l'éducation nationale pour aider ces solutions à se développer, et notamment celles qui travaillent sur la cible K12, primaire, collège, lycée, etc., qui est particulièrement dépendante dans son modèle économique des collectivités et de l'éducation nationale. Et c'est là que la rencontre avec l'équipe de Juliette, de Nicolas Turca, de Rose Le Mardelet, côté Banque des Territoires, qui s'adresse au sujet d'éducation et de numérique inclusif, nous a permis de créer cette opportunité. Make Sense apportant la partie méthodologie entrepreneuriale, réseau expert de l'entrepreneuriat, et la Banque des Territoires, toute la connaissance des sujets d'éducation et les relations avec les institutionnels, qui sont des éléments clés pour pouvoir accélérer les projets d'innovation. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait se lancer sur ce sujet, et c'est la rencontre avec l'équipe de Juliette qui nous a permis de le faire concrètement. Super, merci Mathilde. Et du coup, Juliette, à toi la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce programme Passerelle s'inscrit donc dans la mission de la Banque des Territoires que tu incarnes au quotidien, et surtout pourquoi maintenant, en 2021? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Anne-Charlotte pour cette question. Donc je me présente juste rapidement, donc Juliette D'Angelo, moi je travaille sur l'éducation à la Banque des Territoires, et je vais présenter en 2 mots un peu la Banque des Territoires, puisque je sais que ce n'est pas forcément connu de tous. Donc la Banque des Territoires, c'est une direction du groupe Caisse des Dépôts. Or la Caisse des Dépôts est très active sur le sujet de l'investissement. Et la Banque des Territoires rassemble toutes les offres d'investissement qui sont au service des territoires français.
notamment l'éducation, qui est une orientation stratégique très importante, une des prioritaires pour le groupe Caisse des dépôts et donc la Banque des territoires. Donc, en un mot, ce qu'il faut retenir de la Banque des territoires, c'est qu'on fait de l'investissement et de l'accompagnement pour tous les acteurs publics, privés, associatifs, sur des champs très différents, de l'ESS en général, et particulièrement sur l'éducation. Du coup, on était en fin 2020, début 2021, il y avait le confinement, on était déjà très au courant des sujets tech puisqu'on avait un partenariat avec EdTech France, un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. On faisait de l'investissement sur la EdTech, donc on regardait un peu des entreprises EdTech pour investir. Mais on se disait, il manque une brique, puisqu'on voit des acteurs qui nous arrivent, on leur dit soit vous êtes trop petits, soit vous ne faites pas assez d'impact, soit vous vous adressez à un marché qu'on ne connaît pas bien. Donc on s'est dit, il manque une brique. Et la brique qui manque, c'est la brique d'accompagnement que fait très bien Make Sense, et c'est pour ça qu'on a créé ce partenariat et qu'on a lancé cet accélérateur passerelle. Il manque cette brique d'accompagnement pour vous permettre de passer à l'échelle, de toucher un marché qui, comme l'a dit Mathilde, est compliqué par les collectivités, compliqué par les universités, parce qu'il faut qu'une entreprise, il faut se représenter, une entreprise EdTech, il faut qu'elle aille frapper à la porte de chaque université, convaincre, est-ce que ma solution c'est la meilleure, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez une étude d'impact, etc. On s'est dit, voilà, il manque cette petite brique pour vous aider, passer à l'échelle, vous faire rencontrer des gens, savoir comment vous focus sur un marché, savoir comment parler à des VP numériques d'université. Et donc nous, on va créer cet accélérateur pour vous aider à accélérer et évidemment pour nous derrière, d'enrichir nos possibilités d'investissement parce qu'évidemment, nous derrière, on va regarder les entreprises qu'on accompagne pour des potentiels investissements post-accélération. Voilà, en quelques mots. Parfait, très clair, merci beaucoup. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de manière concrète, parce que vous incarnez tous les quatre un engagement qu'il est intéressant de détailler plus en détail. Tiffaine, je ne l'ai pas ajouté dans ta présentation, mais depuis 2018, du coup, tu as cette fameuse application qui est lancée par Teach on Mars, qui s'appelle Teach on Earth, et qui a été mise en place pour sensibiliser aux objectifs de développement durable de l'ONU. Est-ce que justement tu peux nous expliquer à quel public ça s'adresse et surtout pourquoi parmi tous les sujets d'impact qui existent, pourquoi avoir choisi celui-ci ? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, quelques années après la création de Teach on Mars, une fois qu'on avait mis la start-up sur les rails, parce que les premières années ne sont pas toujours les plus simples, on a tout de suite voulu investir dans ce chantier associatif. Donc, dès 2017, même, on a créé cette association Teach on Earth, qui est une association loi 1901, et qui s'appuie sur la technologie de Teach on Mars, mais pour diffuser en fait des contenus sur les 17 objectifs de développement durable. Alors, pourquoi on a choisi ces 17 objectifs de développement durable ? Parce qu'en fait, comme vous le savez, comme vous le vivez, comme on vous le montre aussi ce matin, parler de responsabilité sociale des entreprises, parler de développement durable, en fait, on a tous nos mots, on a tous des visions différentes et on voulait quelque chose qui soit fédérateur. Et donc là, c'est les 17 objectifs édictés par l'ONU. Donc voilà, c'est quelque chose qui rassemble et sur lequel il n'y a pas trop de débat. Et donc on a commencé à créer des partenariats avec des associations, puisque nous, on pouvait apporter la brique technologique, donc le support, la plateforme, mais on n'avait pas la compétence et l'expertise sur ces sujets. Donc on travaille en partenariat avec des associations, c'est-à-dire à chaque fois, sur chaque thématique, on va trouver une association qui est référente, qui est crédible, qui est légitime sur le sujet. On va co-construire des contenus avec elle et on va les diffuser gratuitement, puisque c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur tous les stores, Apple et Android, et qui s'adresse au grand public. Donc c'était aussi notre volonté de s'adresser au plus grand nombre. Et c'est des formations qu'on veut volontairement universelles, j'avais envie de dire, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'adresser à des enfants, elles peuvent s'adresser à des étudiants, elles peuvent s'adresser à des professionnels, elles peuvent s'adresser à des gens effectivement dans le milieu associatif. Et on utilise en fait des tonalités et des thématiques assez variées, assez différentes. Si vous allez faire un tour sur l'application, vous pourrez le voir. Et puis on a mis quelques écrans. Il y a des formations comme celles que vous voyez qui sont vraiment sur chacun des ODD. Donc voilà, on va passer en revue les enjeux de cet ODD et de manière très ludique, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur des jeux, des cartes, des quiz. Donc c'est quelque chose aussi qui démocratise l'accès à la formation dans le sens où c'est pas scolaire, c'est pas théorique. Et puis on a après aussi des contenus plus spécifiques, plus ponctuels sur des sujets. Donc voilà, par exemple, aujourd'hui c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. On a fait un partenariat avec Net Écoute et on propose un contenu
pour préserver les enfants des dangers d'Internet. Donc voilà, donc vous voyez, je pourrais donner d'autres exemples plus tard, mais l'idée c'est vraiment de s'adresser au plus grand nombre avec cette orientation ODD, mais en ayant une approche très pragmatique et qui puisse parler à tout le monde. Merci beaucoup. Le pragmatisme, Adrien, je pense que c'est ce qui t'anime au quotidien. Tu nous expliquais donc la jeunesse de Childboard, le sentiment de colère et d'injustice qui t'a animé. Tu es maintenant donc entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce que tu peux nous présenter de manière un peu plus concrète ce que tu mets en place au quotidien, peut-être avec des établissements ou des entreprises en particulier dans tel ou tel pays? Donc on t'écoute avec plaisir. Oui, alors concrètement, nous on est un LMS, donc un Learning Management System, qui permet de développer et de distribuer des formations. Donc ça, c'est assez standard. Après, on se spécialise donc dans ce qu'on appelle les underserved communities. On parle beaucoup en anglais parce que c'est que les pays anglophones. Tu peux y aller. Et c'est un LMS qui donc inclut des fonctionnalités de SMS, inclut des fonctionnalités de mesure et évaluation, et qui va être utilisé par des ONG principalement, mais aussi des entreprises, des gouvernements, des organisations internationales, pour former généralement des adultes ou les jeunes adultes à des métiers ou à les renforcer leurs capacités dans les métiers qu'ils exercent déjà. Donc pour donner des exemples concrets, on est dans une quinzaine de pays actuellement, et donc comme on est assez agnostique, on a des formations un peu de tous les sujets, parce que c'est nos clients qui fournissent les formations. Mais on va former par exemple beaucoup d'enseignants d'écoles primaires. Donc on a un programme dans 7 pays, on va former à peu près 7000 ou 8000 enseignants d'écoles primaires. Alors c'est spécialisé dans les écoles primaires low cost privées, donc c'est un marché très précis. Voilà, et après c'est des formations qui permettent aux écoles en question de débloquer des financements pour augmenter leur impact dans les communautés en question. On a des formations de sages-femmes, par exemple, à la nutrition infantile. Donc là, c'est des formations assez généralistes, nutrition infantile, accompagnement des femmes enceintes ou des jeunes mamans. Et on est en train d'élargir ce programme-là, par exemple, la détection et l'accompagnement de la drépanocytose, qui est un sujet important en Afrique. Et donc là, c'est un projet d'une ONG avec des KPIs assez clairs, où on mesure le nombre de bébés qui ont été sauvés grâce aux sages-femmes qui ont été formées par cet outil. Donc nous, c'est des projets évidemment de très long terme. C'est des programmes qui mettent 2 ans à se mettre en place et qui mettent 6 à 7 ans à vraiment fournir un impact. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un outil qui, dès le début, permet de récupérer des données précises de résultats dans les formations, de temps passé sur les formations, avec aussi des fonctionnalités de ce qu'on appelle de surveying. Donc par exemple, on va pouvoir à l'échelle demander aux apprenants, aux sages-femmes, voilà, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, quelles sont les situations que vous recevez, et nous on récolte ça automatiquement. Génial, et du coup, on est d'accord que l'application est utilisable dans des zones qui sont vraiment enclavées, avec une absence parfois de connexion Internet. Oui, absolument. C'est offline first, donc c'est vraiment conçu à la base pour fonctionner sans connexion Internet. Et puis dès qu'il y en a une de disponible, on va l'utiliser. Donc si c'est par exemple un 2G, un 3G, on va l'utiliser pour tout ce qui est mettre à jour les contenus, uploader les résultats au quiz, etc. En fait, dans les faits, nous, ce qu'on observe dans quasiment tous les pays où on est actif, on a 90% des gens qui sont en zone rurale, ils ont accès à une connexion, même si c'est intermittent, même si c'est une fois par semaine. Il faut vraiment vous imaginer, il y a quelques années, encore en France, dans les petits villages, je sais pas, dans le Gers, il n'y avait pas de réseau, il y avait peut-être un piquet quelque part où il y avait du réseau, et c'est là qu'on allait pour passer des coups de fil. C'est encore la réalité pour la majorité des gens, donc on utilise cette possibilité-là. Super. Et côté enseignement supérieur, vous travaillez en local avec des établissements du supérieur? Oui, absolument. Alors c'est pas notre plus gros marché, tout simplement parce que le e-learning et de façon générale, les LMS ne sont pas encore très développés en Afrique de l'Ouest notamment, sur l'universitaire. Mais on a quelques universités, effectivement, notamment au Ghana, on a Jackson Educational Complex, qui est la plus grosse université privée du pays, qui utilise, et ils ont des enseignants, des apprenants dans toutes les régions du Ghana, et ça les évite de venir à Koumassi se former et de se taper 2 jours de transport pour aller se former et repartir. Merci beaucoup. On revient sur Passerelle, que Mathilde et Juliette ont évoqué tout à l'heure.
Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les critères de sélection de ce programme et surtout de l'accompagnement, parce que tu es experte justement dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc comment ça se passe, Passerelle? Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans Passerelle? Ouais, merci beaucoup pour cette question. Je suis très contente de pouvoir présenter le programme aujourd'hui, puisque le programme Passerelle, vous aurez compris, est là pour créer des ponts entre les entrepreneurs qui innovent en éducation et le monde institutionnel des collectivités de l'éducation nationale, mais aussi tous les acteurs du financement de ces sujets. Passerelle est un programme tout nouveau. Il a été officiellement lancé en octobre dernier. On est actuellement dans les phases de sélection des premiers projets qui vont être accompagnés. Et ces projets, aujourd'hui, ce sont des projets qui majoritairement vont cibler la cible K12, donc sur des élèves plutôt en phase de primaire, collège, lycée. On est ouvert à accompagner des projets qui vont aussi toucher un petit peu l'enseignement supérieur. Mais notre enjeu ici, c'est de venir vraiment combler le trou dans la raquette de l'accompagnement des projets qui ont le plus de difficultés dans le développement de leur modèle économique. On est sur des projets qui sont basés en France et qui sont dans une phase d'accélération. Et je précise un petit peu ce point. On accompagne des projets qui ont déjà fait en bon français leur market fit, qui ont déjà prouvé qu'il y avait un intérêt de la part des établissements, des parents en fonction de la cible qu'ils touchent, qu'il y avait vraiment des marques d'intérêt pour leurs solutions et qui rencontrent aujourd'hui des problématiques de croissance. Donc ça va être des problématiques autour du développement commercial, partenarial, marketing, etc., mais aussi de structuration interne de leurs équipes. S'il y a certains entrepreneurs dans le public, vous comprendrez de quoi je parle, ces enjeux de comment on encaisse la croissance aussi en interne, et puis évidemment les questions de modèle économique et de financement de la croissance sur ces sujets-là. Donc on n'est pas un programme d'incubation, pour ceux à qui ça parle, on est un programme d'accélération, on est vraiment là pour accompagner la croissance des projets éducation, et évidemment on est sur de l'EdTech, donc avec des innovations digitales, technologiques, pour soutenir les problématiques adressées. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans ce programme? Donc, c'est vraiment un programme qu'on porte ensemble. Il est opéré par Make Sense, mais la Banque des Territoires est très impliquée dans le suivi des projets. Programme qui dure 1 an, une première phase qu'on appelle intensive, qui va durer les 6 premiers mois et qui a vocation dans cette phase à accompagner le projet à 360. Donc un premier accompagnement pendant lequel on va fixer des objectifs de performance, d'exécution à atteindre ensemble, qui vont être monitorés quasiment tous les 15 jours. On est sur de l'accompagnement très sur mesure. Donc les coachs côté Make Sense sont quasiment partie prenante du projet pendant 6 mois. On est sur le terrain avec eux, on les voit régulièrement. Notre objectif, c'est de créer une relation quasiment d'intimité avec les porteurs de projets pour que leur premier réflexe soit de dire « Ok, j'ai un problème, j'appelle Make Sense et ils me trouvent une solution. » Et nous, notre métier, ça va être de trouver des solutions à toutes leurs problématiques de croissance. Et ces solutions, ça va être des ressources, des formations, des experts, des mises en relation institutionnelles. On a la chance d'avoir depuis du coup 7 ans qu'existe l'incubateur et le pôle entrepreneur de Make Sense, pas mal d'experts qu'on est capable de mobiliser un petit peu partout sur le territoire. Et puis sur, je le disais tout à l'heure, sur toute la partie mise en relation institutionnelle, j'appelle Juliette et elle ouvre son carnet de contacts pour accélérer les mises en relation pour les projets. Notre objectif aussi, c'est de mobiliser des coachs entrepreneurs au sens où pour chacun des porteurs de projets qu'on va accompagner, on va aller chercher des entrepreneurs un peu chevronnés qui ont entrepris il y a quelques années, qui sont à nouveau en train d'entreprendre, mais qui vont pouvoir accompagner aussi les chefs d'entreprise dans leur posture de chef d'entreprise. Encore une fois, s'il y en a qui sont dans la salle, vous savez bien qu'il y a les sujets d'exécution au quotidien, mais il y a aussi les sujets de posture entrepreneuriale et puis parfois des décisions particulièrement difficiles à prendre dans le pilotage de son entreprise. Et là, c'est toujours intéressant d'avoir du coup des retours d'expérience avec un entrepreneur qui va nous suivre sur du temps long et qui va venir nous challenger et nous soutenir moralement aussi dans le développement de l'entreprise. Enfin, ce sont aussi des mobilisations d'experts qui vont venir, alors cette fois-ci de manière très opérationnelle, passer du temps avec les entrepreneurs et leurs équipes pour venir travailler sur des points spécifiques de croissance, le marketing, le commercial. On va vraiment mettre les mains dedans et vous accompagner le plus longtemps possible et de manière la plus opérationnelle possible pour que tout le travail pour vous dans les mois à venir, ce soit vraiment d'exécuter la croissance et de plus se poser de questions sur tout ce qui pourrait être des freins ou des blocages au développement. Et enfin, dernier point, mais je crois qu'on y reviendra après, on parle d'éducation, c'est important de pouvoir vérifier quel est l'impact aussi des projets, et je reviendrai peut-être un petit peu après sur la brique mesure d'impact qu'on met en place lors de l'accompagnement.
Mais voilà, du coup, un programme qui dure 1 an, qui est le plus sur mesure possible, puisque nous allons accompagner 10 projets sur les 2 ans à venir, ce qui permet aux équipes Make Sense d'être complètement dédiées aux projets qui seront accompagnés, de faire du sur-mesure et d'être très très présents à leur côté, quasiment sur le terrain, pour les aider dans leurs problématiques opérationnelles. Merci Mathilde. Si vous avez lancé donc cette initiative, c'est pas anodin, hein, c'est parce que les Tech for Good peinent parfois à se financer, et cette question du financement, on sait, est centrale pour le développement d'une entreprise. Teach on Mars, par exemple, a lancé une application gratuite, également parce que vous avez la base Teach on Mars qui permet aussi de faire rentrer un flux financier. Justement, sur cette question du financement, Juliette, est-ce que tu peux revenir sur l'étape où se trouve en fait l'entreprise que vous cherchez à accompagner avec Passerelle? Peut-être donner des chiffres, en fait, parce que donc, Mathilde disait une phase d'accélération, mais ça reste relativement flou. Tout à fait. Je vais pas préciser ton propos parce que voilà, c'était très très clair. Non, peut-être juste pour vous dire, nous les entreprises qu'on cherche, c'est effectivement plutôt, donc comme l'a dit Mathilde, sur le K12, donc ça veut dire scolaire, mais c'est aussi sur le supérieur. Et ça, vraiment, on se laisse. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein, pour vous dire, vous voulez vous développer sur le supérieur, venez. Nous, on peut aussi vous accélérer. On a aussi des contacts, des réseaux, des expertises. Sur le chemin de développement, en fait, ce qu'on voulait dire sur le fait qu'il n'y ait pas d'incubation, ça veut dire qu'on ne va pas prendre quelqu'un qui arrive, qui dit j'ai une super idée, venez, on la met en place. Non, ça, on n'a ni les ressources, ni l'expertise pour faire ça. Ce qu'on fait, nous, c'est de dire vous avez un chiffre d'affaires autour de 50, 100, 150 000 euros par an, mais vous ne savez pas comment faire pour passer un peu l'étape d'après. Vous êtes sur une région, 2 régions, un pays, vous voulez être plus gros, vous voulez aller taper à d'autres portes, vous voulez essayer de vraiment passer à l'échelle, même en termes de volumétrie de public touché. Dans ces cas-là, vous êtes pile dans la cible de ce que nous, on cherche. Ça veut dire vous avez déjà un pas, vous avez déjà un modèle économique qui vous avez testé, qui fonctionne. Ce que disait aussi Mathilde avec le market fit, vous avez testé que votre solution, elle est quand même, elle marche, enfin, elle répond à une demande sur le marché, mais il vous manque voilà, la petite brique d'accélération pour passer un peu à l'étape d'après, faire partie des entreprises qui sont un peu plus solides, avoir voilà, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'employés, être un peu plus serein sur la pérennité de son entreprise. Là, vous êtes pile poil dans ce qu'on va rechercher. Avec une nuance du coup que je me permets de rajouter, et ce qu'a dit Mathilde sur l'impact, nous on a lancé en fait à la Banque des Territoires le mouvement, alors c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais EdTech for Good, évidemment en copiant la Tech for Good qui existe déjà, en disant en fait, quand on fait de la EdTech, quand on fait de l'éducation, c'est pas parce qu'on va apprendre à quelqu'un que automatiquement on est dans l'impact. Non, il y a d'autres choses à aller chercher. Il y a quel public je touche, comment je vais sur quel territoire, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est est-ce que je vais aller dans le territoire voilà, Paris-Centre, toucher des personnes qui sont souvent, mais pas forcément, plutôt privilégiés et qui du coup n'ont pas forcément besoin qu'on aille les aider à aller utiliser ces outils, ou est-ce que je vais aller au fin fond d'un territoire qui est beaucoup plus reculé, où les gens ont beaucoup moins de réseau, pour les aider par exemple à s'orienter sur des salons de ce type. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va essayer de chercher, c'est de dire comment vous avez construit votre démarche d'impact et comment vous pouvez accélérer sur votre volumétrie d'impact. Ça c'est vraiment, je pense, le plus important pour nous. C'est pour ça qu'on a appelé ça EdTech for Good. Et dans EdTech for Good, et je rappelle juste sur la Banque des Territoires EdTech for Good, on a à la fois une thèse d'investissement, donc on investit concrètement en fonds propres dans les entreprises, on accélère les entreprises grâce à Passerelle, et un troisième point, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, on rassemble des financeurs. Donc ça, ce qu'on essaye de faire depuis, on va dire, début de 2021, c'est de créer un peu une coalition de financeurs autour de la EdTech, en disant c'est vraiment important, il n'y a pas assez de financement, on voit qu'il y a un manque de financement flagrant par rapport à des marchés américains ou chinois sur ce sujet-là, alors que c'est vraiment fondamental qu'on ait des entreprises EdTech françaises qui arrivent à se développer. Et du coup, rassemblons les financements privés, publics, donc ça peut être caisse des dépôts, fonds à impact, État. Voilà, il y a plein de financements à aller chercher, mais il faut rassembler, il faut sensibiliser à la EdTech, il faut leur expliquer pourquoi c'est intéressant de financer ce type de solution. Et donc, c'est là où nous, on voudrait se positionner un peu et ce qu'on se positionne d'ailleurs en tant que structurateur de l'écosystème, en disant voilà, venez avec nous, on vous explique ce que c'est la EdTech et on finance avec vous des solutions françaises qui veulent passer à l'échelle. Merci beaucoup Juliette. Et sur cette même question justement de financement, Tiffaine, je reviens à toi. Teach on Mars est extrêmement dynamique, avec de beaux succès sur les 2 dernières années en termes de développement d'entreprises. Mais Teach on Mars, justement, Teach on Earth, pardon, j'imagine qu'avant de lancer le projet, vous avez étudié la viabilité financière de développer ce type d'application. Est-ce que tu peux revenir donc, sur cette genèse de lancement et aussi sur le financement de Teach on Earth? Est-ce que c'est 100% Teach on Mars? Est-ce que c'est les associations avec lesquelles tu fais des partenariats
partenariat? Est-ce que c'est du sponsoring? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? Merci. Oui, bien sûr. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a attendu d'avoir une solidité financière chez Teach on Mars avant de se lancer sur ce type d'initiative. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait fait un énorme business plan. En fait, c'était tellement fort chez nous de vouloir développer cette association. Et comme elle n'a pas de but lucratif, de toute façon, on n'avait pas non plus besoin de beaucoup de moyens. Dès l'instant qu'on avait la technologie à disposition, après, c'est plus pour la faire vivre. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs sources de financement. Déjà, Teach on Mars, au-delà de la mise à disposition de la technologie, on a aussi des collaborateurs chez Teach on Mars qui sont bénévoles de l'association, c'est-à-dire qui vont contribuer à écrire en fait des contenus. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, avant-hier, c'était la Journée internationale de la philosophie. On a en binôme écrit un petit contenu sur la philosophie, voilà, qui est disponible sur Teach on Earth. Ça donne aussi beaucoup de sens aux collaborateurs en interne, puisqu'on sait que les gens ont besoin, notamment après la crise du Covid, de se réinvestir avec de nouveaux schémas aussi dans leur entreprise. Donc ça permet aussi à des collaborateurs de Teach on Mars de s'investir, voilà, en tant que bénévoles dans Teach on Earth. On a ensuite des entreprises en fait, qui participent via des mécénats au financement de Teach on Earth, en mettant en fait à disposition. Donc les contenus sont gratuits, on ne souhaite pas les vendre aux entreprises. En revanche, quand on leur met à disposition, ils peuvent, par des biais effectivement de mécénat ou de dons, financer par exemple une traduction, financer un nouveau module sur une thématique. Et de plus en plus, en fait, nos clients Teach on Mars déploient sur leur plateforme Teach on Mars les contenus Teach on Earth. Donc ça, c'est super. Ça va faire 1 an que ça a commencé à prendre. Pour nous, c'est formidable parce que c'est des clients des grandes entreprises dans le domaine bancaire, dans le luxe, qui utilisent la plateforme Teach on Mars pour faire de la formation métier, de la formation produit, de la formation sur des compétences comportementales. Et bien là, ils ouvrent une section RSE ou une section ODD et ils vont mettre à disposition de l'ensemble de leurs collaborateurs ces contenus sur les ODD. Donc ça, c'est pas une source de financement direct, mais ils vont, par leur adhésion à Teach on Earth et par éventuellement des dons, participer aussi au financement. Génial. Et tu sens que ça s'accélère en 2021, l'engouement des entreprises pour ces sujets RSE? Exactement, complètement. Là, on a de plus en plus de demandes. Et en plus, comme les formations existent déjà, c'est déjà, entre guillemets, prêt à l'emploi, c'est très concret pour les personnes. Sauf que les ODD, dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement bien connu et c'est quelque chose qui, des fois, qui fait peur parce qu'on parle de pauvreté, on parle de faim dans le monde, on parle d'accès aux soins, d'accès à l'eau. Et ça, les entreprises, elles aiment bien faire du RSE, mais pas non plus en allant sur des sujets qui chatouillent trop. Donc, en fait, on a mis en place des formations qui sont plus accessibles, par exemple sur la gestion des déchets. Et là, c'était la semaine européenne de la réduction des déchets. On a des entreprises qui sont venues nous dire, nous, on va prendre juste ces contenus-là et on va les intégrer dans notre dispositif en fait plus large. Ils avaient fait toute une animation autour de cette semaine-là et ils ont diffusé les contenus Teach on Earth, mais spécifiquement sur la gestion des déchets. Donc des fois, il ne faut pas non plus avoir, moi c'est ce que je dis aux entreprises, ne diffusez pas le catalogue des 17 formations aux EDD parce que vous n'allez juste pas avoir d'adhésion des gens. Prenez un sujet qui est en lien peut-être même avec votre secteur d'activité, avec un événement plus social et avoir une entrée plus ponctuelle sur ces sujets. Et ça marche très bien et du coup ça participe aussi au financement, enfin à la notoriété et donc au financement de Teach on Earth. Merci beaucoup. Adrien, on parlait de sujets qui chatouillent. Il s'avère que tu les adresses avec Chalkboard Education. Si on parle de financement, j'avais vu que tu avais levé 200 000 € avec la Fondation Jacobs il y a quelques temps. Où tu en es aujourd'hui? Est-ce que c'est simple pour toi d'activer le financement qui vient de fonds à impact, sachant que tu as le regard aussi qui n'est pas que franco-français? Donc comment tu ressens cette question du financement depuis le Ghana et la Côte d'Ivoire? C'est une bonne question, hein. Je pourrais en parler longuement. Effectivement, on avait levé, bon, on appelle ça du Pre-Seed en 2017 auprès de la Fondation Jacobs, qui est une fondation suisse à la base. Et on n'a jamais levé ensuite, ouais. Ce qui est déjà marquant.
bon, moi, de mon point de vue, j'ai quand même l'impression que c'est relativement impossible de lever des fonds quand on fait une EdTech, surtout en Afrique de l'Ouest. Après, peut-être que c'est moi qui suis mauvais ou qu'il y a moyen de mieux le faire. Hein. C'est probablement d'ailleurs le cas. Mais oui, désolé. Hein, Venez nous voir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très bien accompagnées, mais très mal financées. Donc il y a clairement un problème ici. Après, bon, il y a aussi des petites choses à voir. Moi, par exemple, dans ma prospection, il y a beaucoup de fonds d'impact qui nous regardent, parce que forcément, le marché africain intéresse beaucoup ces fonds-là. Et on va toujours tomber dans des problèmes du style, les fonds d'impact ont un mandat hyper précis. Donc si on n'est pas pile dans cette fenêtre-là, on ne les intéresse pas du tout. Vous pouvez même, par exemple, la Fondation Jacobs, ils nous ont financé. Maintenant, ils le regrettent, ils se mordent les doigts. Parce que leur mandat, c'était l'amélioration de l'enseignement primaire en zone cacaoyère de Côte d'Ivoire. Donc c'est très précis. Nous, on est dans 15 pays. Même en Côte d'Ivoire, on fait quasiment rien dans la zone cacaoyère. C'est le hasard. Nous, on a fait notre croissance. Donc en fait, ils ont un impact énorme. Ces 200 000 euros-là, on les a transformés en presque peut-être 50 000, 60 000 personnes qu'on a formées à plein de métiers différents. On a sauvé des vies. Mais eux, malheureusement, dans leur rapport d'impact qu'ils vont ensuite donner à leurs donneurs, c'est combien de personnes dans cette région-là a été formée. La réponse est quelques centaines, peut-être un millier maintenant, ce qui est effectivement pas énorme pour 200 plaques. Et du coup, c'est un vrai problème, c'est que derrière eux, ils n'ont pas de super rapport à montrer, donc ça ne donne pas envie de venir chez moi. Les autres fonds, ça va être pareil, il va y avoir des fonds sur l'Afrique francophone, nous, on ne les intéresse pas parce que sur les 15 pays qu'on a, il y en a 14 anglophones. Les fonds d'impact français, nous, on est une entreprise française, mais on n'a quasiment rien en France et qu'en Afrique. Les fonds africains, moi je ne suis pas africain, nos clients ne sont pas africains, ils sont internationaux, donc ça ne va pas non plus. Et en fait, il y a toujours des soucis. Les VC, ça ne sert à rien d'y penser, on n'y arrivera jamais. Donc en fait, on s'est vite rendu compte qu'on se débrouillait mieux par nous-mêmes. Et on bootstrap en fait, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on gagne notre propre argent, ce qui devrait, je pense, être la base, mais bon, c'est pas du tout automatique dans le milieu des startups. Et on a eu de la chance, c'est qu'on y arrive, mais moi je suis une exception, hein, et heureusement que je suis français, que je suis blanc et que je peux voyager, parce que les autres entrepreneurs qui sont en Côte d'Ivoire, c'est quasiment impossible. Ou au Ghana, moi je vois des entrepreneurs qui sont brillants, qui se sont cassés la gueule 3 fois déjà parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et aujourd'hui, Adrien, vous êtes combien dans ton équipe? Aujourd'hui, on est une quinzaine. On a pas mal recruté depuis quelques mois. Et on est 15. Principalement des développeurs. Tout le monde est au Ghana. On a 2 personnes en Angleterre. Et ensuite, tout le monde à Accra. Et c'est vrai que c'est un sujet crucial. Et les fonds anglais, qui souvent sont assez investis dans les pays d'Afrique anglophone, tu as un retour à nous faire sur ça? Non, rien. Même problème. Même problème. Ok. Merci beaucoup. Mathilde, j'avais une question pour toi sur justement toutes ces entreprises qui agissent pour le bien commun, Teach on Mars, Chalkboard. Tu en côtoies beaucoup parce que tu côtoies des milliers d'entrepreneurs. Est-ce que tu as noté des spécificités, des forces, des faiblesses propres à ces entreprises, des choses que tu remarques? Alors je vais répondre globalement sur les entreprises à impact et pas spécifiquement peut-être sur la... La question est celle-ci. Sur la EdTech. Ce que je trouve différent dans les... Alors j'ai fait un petit passage par BPI France, par le Hub Startup. Donc je compare du coup les boîtes que j'ai vues là-bas aux boîtes que j'accompagne via Make Sense. Moi, ce qui me surprend et me fascine, c'est la capacité des entrepreneurs sociaux à prendre des décisions fortes, donc vraiment stratégiques, je vais donner des exemples, liées à leurs ambitions d'impact et à leur modèle de gouvernance. Là où les entrepreneurs que je pouvais côtoyer chez BPI France prenaient des décisions uniquement basées sur la croissance, la rentabilité, l'optimisation du ROI, etc., les entrepreneurs sociaux vont tout optimiser pour leur ambition d'impact. Et donc le jour où, et ça pose question du coup avec les investisseurs après, le jour où ils doivent prendre une décision pour pivoter, faire évoluer leur modèle, etc., ils vont plus le prendre en fonction de quel est l'impact final sur mes bénéficiaires, plutôt que quel va être le ROI pour mes investisseurs. Ce qui pose souvent des tensions du coup quand ils sont allés chercher du précis, de l'amorçage, etc., avec des investisseurs derrière qui, même s'ils sont à impact, ont des enjeux de rentabilité, de aussi rendre des comptes à leurs propres investisseurs, parce qu'un fonds est financé par d'autres fonds. Et les entrepreneurs sociaux vont avoir, je trouve pour certains, la capacité à dire non
ferme, franc et massif. Moi, mon modèle économique, je le fais évoluer avant tout pour mes questions d'impact. Et là où ils sont souvent très forts, c'est qu'ils arrivent à mettre des garde-fous aussi dans leur gouvernance, donc dans la manière dont ils vont composer leur comité stratégique, dans la manière dont ils vont rédiger leur statut, en intégrant par exemple des notions d'entreprise à mission, en intégrant les labels ESUS qui sont spécifiques du coup à la loi ESS en France, en imposant des restrictions de rentabilité à leurs investisseurs. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que vous êtes entrepreneur social, mais vous êtes quand même entrepreneur. Donc, vous avez le stress de la rentabilité, du développement, de pérenniser votre modèle économique. Mais en plus de ça, vous vous imposez des critères d'impact qui vont régir la vie de vos entreprises. Et c'est là où on voit la différence entre l'entrepreneur qui porte dans ses tripes sa vocation d'impact, comme ce qu'on peut entendre ici, et les entrepreneurs qui sont juste en train de saisir une opportunité marché, parce que l'impact, on en parle un petit peu dans tous les sens aujourd'hui, l'écologie, etc., c'est quand même une tendance marché. Voilà. C'est là où on va voir la différence, notamment au moment où on fait les sélections pour le programme Passerelle ou pour d'autres programmes dans Make Sense, entre ceux qui croient vraiment dans ce qu'ils font et qui vont le porter jusqu'au bout, quitte à ramer pendant des années à trouver leur modèle, et puis ceux qui prennent juste, en fait, qui surfent sur une tendance marché, mais le jour où il y a des difficultés dans le modèle économique, font tout pivoter et l'impact, ça reste juste pour la communication, quoi. Yes. Juliette, je reviens à toi. Tu nous parlais d'une communauté de financeurs, donc des financeurs intéressés par ces sujets d'impact. Comment tu peux nous exprimer ta vision du besoin d'accompagnement de ces investisseurs? Est-ce que justement, oui, il y a besoin d'un accompagnement? Non. Je sais que tu vas me dire oui, mais du coup, pourquoi et comment est-ce qu'on doit accompagner ces investisseurs sur ces sujets? Merci beaucoup pour cette question. Non, mais c'est en parfaite transition avec ce qu'a dit Adrien juste avant. Moi, je pense que je partage totalement. Je pense que c'est compliqué pour une EdTech, déjà, parce qu'avec tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, c'est un marché qui demande du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'adresser à un investisseur, on va lui dire, moi, je vais avoir besoin de fonds, mais en fait, potentiellement, vous allez avoir une rentabilité économique ou d'impact sur des temps beaucoup plus longs que d'habitude, 7 ans, 10 ans, et non pas 3 ans, 5 ans. Déjà, l'investisseur, ça le met dans une position où lui, il a l'habitude d'être dans ces schémas de 3 ans, 5 ans. Il va dire, bon, déjà, comment ça se fait? Est-ce que ça veut dire que la boîte est mal fichue, donc j'ai pas envie d'investir dedans? Voilà, je comprends pas. Il y a ça. Après, il y a, l'éducation, est-ce que c'est vraiment un marché? Je sais pas trop. Il y en a quand même beaucoup de fonds en France qui se disent, bon, en fait, il y a quand même des ressources, il y a des grands acteurs institutionnels, je vois pas pourquoi on irait là-dessus. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, nous, on les a beaucoup sur nos partenaires fonds, et donc, fonds d'investissement. Et donc, on s'est dit, début 2021, vu les difficultés que traverse la EdTech, mais en même temps le momentum aussi créé par la crise sanitaire et par les confinements le numérique, ça peut aider à l'éducation, et c'est pas uniquement quand on est confiné, c'est aussi après en classe. Du coup, voilà, on s'est dit, rassemblons les investisseurs. Donc on fait concrètement, on fait des événements, on fait des groupes de travail, on fait des déjeuners avec des investisseurs, souvent à impact, mais qui ne connaissent pas le marché de la EdTech et de l'éducation, et qui ont besoin d'être accompagnés, sensibilisés. Déjà qu'on leur explique concrètement c'est quoi la EdTech, quels sont les critères, comment on fait de l'impact sur la EdTech, est-ce que ça rentre, est-ce que disait Adrien tout à l'heure, est-ce que ça rentre dans leurs critères aussi de fonds à impact, de public cible, etc. Mais rien que de les sensibiliser, de dire, bon, il y a les acteurs institutionnels comme la Caisse des dépôts qui se positionnent dessus, il y a des boîtes, il y a plus de 400, 500 boîtes en France qui travaillent dessus. Franchement, ça vaut le coup d'aller regarder. Il y a plein d'enjeux, il y a des enjeux d'inclusion, d'égalité des chances, de souveraineté technologique aussi. D'éviter d'utiliser des Google ou autres, même si c'est des très beaux outils en classe. Donc voilà, comment on peut faire pour qu'on aille utiliser des outils français qui touchent un public qui soit technologiquement intéressant, qui touche un public cible intéressant. Voilà. Donc c'est tous ces enjeux-là. Donc on fait à la fois de l'accompagnement via Passerelle pour les entrepreneurs, et on essaye aussi de faire de la sensibilisation et de l'accompagnement pour les investisseurs, pour les fonds d'investissement, pour que nos EdTech françaises soient mieux financées et qu'on évite le discours que tu as pu avoir ces dernières années, qui est effectivement très vrai et que je partage totalement, mais se dire les 10 prochaines années, essayons de faire des choses plus simples et pour ces boîtes-là. Et justement, Juliette, quand on parle d'impact, on parle d'indicateurs. Est-ce que tu penses que les indicateurs d'impact peuvent être généralisables à tous les fonds? Est-ce qu'un jour, on arrêtera de dire un fonds versus un fonds à impact, et ça sera juste tous des fonds à impact de manière généralisée? C'est une super belle question. Déjà, en ce moment, comme a dit Mathilde, il y a quand même une tendance sur l'impact. Donc, on parle maintenant de impact washing, en disant tout le monde fait de l'impact. De toute façon, quand on monte une boîte en France et qu'on fait de l'éducation, par exemple, ou autre, on fait de l'impact. Bon, je pense que sur ces sujets de critères d'impact et d'études d'impact ou d'indicateurs, ce qui est le plus important pour nous, c'est de se dire à quel point l'entrepreneur il a envie de suivre ces sujets-là pour lui, le développement de sa boîte.
C'est-à-dire que moi, je ne crois pas tellement à une grille classique pour tous les fonds qu'on va appliquer partout pareil, voilà, en disant, bon, vous avez combien sur chaque ODD, voilà, c'est ce qu'on fait un petit peu, c'est un peu la tendance actuelle. Je ne pense pas que ça soit généralisable à tout, parce que voilà, comme on a dit tout à l'heure aussi, il y a trop de spécificités, c'est trop compliqué de faire rentrer tout dans des cases, dans les mêmes. Par contre, c'est important de se dire, ok, je suis une boîte à impact, un de mes enjeux, c'est de mesurer ce que je fais et de voir si en fait mon objectif, est-ce que concrètement sur le terrain, c'est vraiment ce que je fais. Et si c'est pas le cas, je peux changer de modèle, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même pour moi, le plus important, c'est de peut-être faire rentrer dans la mentalité de tout entrepreneur social. L'impact, c'est pas uniquement ma volonté, c'est pas uniquement mes statuts, c'est aussi comment je le mesure derrière. Donc ça, peut-être que pour moi, c'est le plus important et c'est la tendance à plus faire partager avec les autres fonds, cette volonté de mesurer son propre impact. Ok, on repasse du coup côté entrepreneur. Adrien, de ton côté, est-ce que justement tu as réussi à construire ces indicateurs d'impact pour mesurer l'efficacité de Chalkboard Education et des formations que tu diffuses sur le territoire ? Alors oui, c'est encore un vaste sujet. C'est pas facile. Nous, on a des métriques techniques, donc on peut savoir le temps passé sur la plateforme, les résultats des apprenants, leur progression par catégorie, donc les filles, les garçons, les ruraux, pas ruraux. Donc on a ces indicateurs-là qui sont assez précis. Mais effectivement, la question qu'on va souvent me poser, bon après, est-ce que c'est de bonne foi ou pas, je sais pas, mais en général, on va me dire, oui, mais si les apprenants ont passé 4 heures sur l'application, qu'est-ce qui me prouve qu'ils vont vraiment changer leur comportement dans la vie réelle ? À ce à quoi en général je réponds, écoutez, payez PwC dans 15 pays et puis on verra. Moi, j'ai pas les moyens, je ne sais pas qui peut le faire. Et c'est aussi l'un des gros problèmes, en tout cas de mon business model, parce qu'on est dans plein de pays différents, mais je pense que c'est le même problème pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on n'a pas de budget pour aller faire de la mesure d'impact vraiment externalisée. Alors peut-être que c'est quelque chose sur lequel on peut se faire aider, Maxen, je pense qu'ils peuvent m'aider là-dessus, mais c'est vrai que c'est un gros sujet. Donc moi, dans mes slides, j'ai des métriques précises, mais c'est difficile de dire, ne serait-ce par exemple, moi j'ai plein de clients, c'est des ONG différentes. Donc par exemple, il y a des programmes qui peuvent être les mêmes. Je vais avoir un programme avec une ONG qui va faire de la formation d'enseignants au Ghana et un autre programme qui fait la même chose en Ouganda. Mais ils n'ont pas les mêmes critères et ils ne vont pas avoir les mêmes métriques. Donc par exemple, on va avoir le nombre de bénéficiaires indirects. Selon l'organisation qui va les mesurer, ça ne va pas être les mêmes critères. Certains vont dire qu'un bénéficiaire indirect, c'est l'apprenant et son ou sa compagne, parce que c'est le household et donc il y a des revenus qui rentrent. Certains vont dire que le bénéficiaire indirect, c'est l'intégralité du village dans lequel on a formé la sage-femme. C'est possible aussi, moi je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais du coup c'est difficile pour moi d'agréger des sources et d'avoir un truc sérieux derrière. Donc ouais, gros sujet. Énorme sujet. Et Tiffany, je me tourne vers vous sur justement les attentes de Teach on Mars envers cette application. Est-ce que vous avez des KPI attendus ou est-ce que c'est un peu le flou, vous lancez l'initiative et vous attendez des éventuelles retombées positives ? Alors non, dès le début, en fait, on a voulu mesurer. Alors, on ne va pas jusqu'à cette notion d'impact parce que nous, on est vraiment sur de la sensibilisation d'une part. Donc, on n'a pas la prétention de dire une fois que quelqu'un a fait un module sur Teach on Earth, il connaît tout par cœur sur les ODD. C'est vraiment pas possible. Donc, on fait de la sensibilisation d'une part et d'autre part, on a vraiment aussi ce côté, comment dire, donner le réflexe aux gens de venir se former, ou s'informer sur la solution. En fait, c'est ça, nous, qu'on va mesurer. Donc, le nombre de gens qui vont se connecter à Teach on Earth. Aujourd'hui, on a quelques milliers de personnes qui sont inscrites. On a mis en place, là, justement, il y a 6 mois, avant, on pouvait se connecter en se créant un compte. Là, on a fait une ouverture aussi en mode anonyme, entre guillemets. Donc, on peut se connecter en mode anonyme et après se connecter, si on veut, en s'identifiant. Justement pour ouvrir le maximum, qu'il n'y ait pas de contraintes, qu'il n'y ait pas de barrières, parce que déjà il faut télécharger l'app et après, si des fois quand on nous demande un nom ou une adresse mail, ça peut être problématique. Donc là, on a ouvert à tout le monde, on peut aller plus loin en s'authentifiant et on va mesurer aujourd'hui, ce qu'on va mesurer, c'est le nombre de personnes qui se sont connectées, donc ça c'est un nombre qui est en croissance.
le taux de complétion, c'est-à-dire est-ce qu'ils, quand ils commencent un module, ils vont jusqu'au bout. Et ça, on a des excellents taux de complétion parce que comme on est sur des formats très courts, des petits jeux, des quiz, voilà, c'est des choses qui sont vraiment enthousiasmantes. Donc, on va facilement au bout. Et après, surtout, est-ce qu'ils reviennent? Et nous, c'est vraiment l'enjeu hyper important. Moi, dans mes rêves les plus fous, je voudrais que les gens qui ont téléchargé Teach on Earth aient les mêmes automatismes que ceux qu'on a avec un Facebook, avec un LinkedIn, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les jours, je vais aller voir ce qui se passe, parce qu'il y a aussi toute une dimension sociale où je peux aller commenter, voir l'actualité, etc. Donc, voir ce qui se passe et consacrer 2, 3, 4 minutes de ma vie de tous les jours à me sensibiliser sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et on est à la recherche de relais en fait, parce que on investit déjà beaucoup de temps et d'énergie dans la construction des contenus et la recherche des associations partenaires. Maintenant, on a besoin aussi de gens qui parlent de nous, donc c'est pour ça qu'on en parle auprès de nos entreprises, mais ça c'est un secteur qu'on connaît bien. On voudrait plus aller vers le grand public et vers le monde de l'éducation. Donc là, voilà, on cherche des relais institutionnels, des relais dans le milieu éducatif, dans le milieu associatif, parce que je me dis que ces contenus, ils existent et que des enseignants, des animateurs dans les quartiers, des associations, il y a plein de gens qui pourraient appuyer des ateliers ou des conférences, des prises de conscience autour de ces contenus et de ces petits quiz qui sont vraiment hyper accessibles, qui sont gratuits et qui sont là, quoi. Et justement, donc pour conclure cette table ronde, on parle des nouveaux territoires où vous voulez tous aller respectivement. Donc pour toi, Tiffaine, c'est quoi les prochaines zones de développement? Tu parlais de l'éducation. Est-ce que l'enseignement supérieur, c'est un nouveau territoire potentiel pour Teach on Earth? Oui, tout à fait, parce que quand on parle d'éducation, on parle effectivement d'enseignement. Et justement, c'est une population qu'on ne connaît pas aujourd'hui, parce que historiquement, chez Teach on Mars, ce n'est pas notre cible. Et donc, on n'a pas de contact, on n'a pas de réseau, on n'a pas de relais. Donc, effectivement, on aimerait pouvoir investir ce champ et aller visiter ces nouveaux territoires au niveau de l'éducation. Et je fais juste une toute petite parenthèse au nouveau territoire plus géographique et aussi en écho à ce qu'a dit Adrien. On travaille aussi de plus en plus en Afrique, puisque comme on est sur du mobile et que c'est des gens qui sont majoritairement équipés, on a de plus en plus d'initiatives aussi là-bas. Alors plus avec Teach on Mars qu'utilise notre solution pour aller déployer des projets en Afrique. Et on a notamment deux belles réalisations avec Mécénat Chirurgie Cardiaque qui forme des cardiologues en pédiatrie pour faire du diagnostic et faire opérer des enfants. Et ça marche très très bien. Et un autre programme qu'on fait avec la fac, et là c'est la mise à disposition de contenus, tu connais je crois puisqu'ils sont adhérents aussi à l'EdTech, mise à disposition de contenus sur tout ce qui est multiculturel et formation cinématographique, là aussi pour des étudiants. Donc c'est justement là on touche à ces territoires, ça se recoupe, ces territoires de l'enseignement. Donc c'est une sorte d'université virtuelle pour permettre aux étudiants africains de se former sur les métiers de la communication et du cinéma. Il y a un appel à projet de Bercy avec un partenariat avec le pôle emploi local au Nigeria, si je ne dis pas de Exactement, bêtises. tout à fait. Adrien, du coup, tu es présent dans 15 pays, c'est beaucoup, pour 15 personnes, c'est encore plus. Quels sont les prochains projets pour Jackboard Education? Eh bien, encore plus de pays. En fait, on a eu le feu vert, là, donc on est content. On va lancer des opérations au Pakistan et en Inde l'an prochain. Donc bravo. déjà 2 gros morceaux. Bravo, On ne bravo. devrait pas s'ennuyer. Et après, on a plein de petites opportunités qui sont hyper intéressantes. Là, on est en train de travailler sur un projet de formation de sage-femme. Alors, ils appellent ça Indigenous Midwives. C'est une pratique particulière du métier de sage-femme, spécifique aux communautés du nord du Canada, donc des communautés inuites. Et on lance ça avec le National Aboriginal Council là-bas. A priori, à partir de janvier-février, il faut que j'y aille pour finaliser ça. Donc hyper intéressant parce qu'on a vraiment des gens qui vont utiliser une technologie africaine au nord du Canada. Donc, incroyable. Et en fait, ils ont les mêmes problèmes. Donc a priori, on va continuer comme ça. On va regarder le monde entier, les solutions qu'on peut apporter. On a aussi l'Amérique du Sud. On est déjà en Colombie et on imagine qu'a priori, dans les autres pays, il y a des solutions qu'on peut apporter également. Donc on continue comme ça. Et en termes de recrutement, tu veux garder ton équipe présente en Afrique ou justement le fait d'essaimer avec des personnes dans chaque territoire, c'est quelque chose que tu envisages?
Oui, absolument. Alors actuellement, on est vraiment principalement au Ghana. Bon, c'est parce que comme on est une boîte tech, on n'a que des devs et il vaut mieux qu'ils travaillent ensemble quelque part. Donc on a commencé là-bas, on continue. Effectivement, en fait, c'est compliqué parce que on est vraiment une entreprise globale dans le sens où on n'a pas vraiment de bureau physique, on travaille que en ligne. On va probablement recruter des représentants en Amérique du Nord parce que nos clients, en final, sont beaucoup d'organisations basées à Washington, à Toronto, parfois un peu à Zurich. Donc c'est quand même des grosses organisations. Et ensuite, au niveau opérationnel, on va avoir des équipes qui vont être un peu partout. Donc là, on va peut-être recruter effectivement par région. Bon, je sais pas, peut-être hispanophone, anglophone, francophone, on va improviser. Mais de toute façon, on recrute au fur et à mesure des projets qu'on signe. Et en ce moment, on recrute à tour de bras. Parfait. Donc si vous nous écoutez et que vous voulez candidater, allez-y. Ouais, il y a un site web, je crois qu'ils ont fait careers.chatbot.education, là-dessus il y a tous les jobs. Très important. Merci Adrien. Mathilde, je passe à toi. Les candidatures du programme sont en cours, voire même peut-être bientôt clôturées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour clôturer justement ce sujet, les typologies des candidats, qui sont-ils, qui sont-elles? Oui, absolument. Alors les candidatures vont être en fait ouvertes pendant encore un an. On recrute au fil de l'eau. Pourquoi? Parce que comme on le disait tout à l'heure, on est un programme d'accélération. Donc l'idée c'est d'arriver chez nous au bon moment pour vous et de ne pas imposer des temporalités qui ne seraient pas les bonnes pour les projets. Donc finalement c'est ouvert au fil de l'eau. On les a ouverts il y a quelques semaines. On a quasiment une centaine de candidatures qui ont été déposées. Des très beaux projets qui touchent du coup à la cible K12 et un peu à l'enseignement supérieur aussi. Dans les secteurs qu'on voit un peu apparaître en tête de liste dans les projets développés, on va retrouver pas mal de projets autour de l'éducation, pas mal de projets qui vont utiliser les technologies pour améliorer les capacités d'apprentissage des enfants, notamment pas mal de projets qui se réfèrent à des recherches en sciences cognitives. Donc comment est-ce que l'interaction avec l'application digitale permet d'améliorer l'apprentissage des enfants. Pas mal de choses autour de l'apprentissage de la lecture. Et puis des solutions qui vont aller essayer de gommer les inégalités territoriales. L'utilisation de technologies de VR, par exemple, pour aller permettre à des enfants qui n'auraient pas la possibilité d'aller découvrir le monde de l'entreprise, de le faire à travers des immersions en réalité virtuelle, par exemple. Et puis évidemment le digital au service un petit peu de la réduction des inégalités territoriales. Je me permets une petite parenthèse aussi en répondant à ta question. Le programme Passerelle est un programme qui est 100% financé par le plan de relance. Et on a intégré, pour répondre à ce que disait Adrien tout à l'heure, on a intégré dans l'accompagnement du coup une brique de mesures d'impact pour justement venir financer la collecte d'impact des projets. C'est un sujet hyper important pour nous puisqu'on accompagne les projets à aller vers la levée de fonds, mais aussi à mieux piloter leurs activités avec des métriques d'impact. Et donc on a intégré le financement de la mesure d'impact. C'était un sujet dont on a beaucoup discuté au moment où on a monté le programme et qui nous était tellement remonté par les entrepreneurs sociaux de moi je veux bien le mesurer mon impact mais en fait ça coûte super cher et ben on l'a intégré du coup dans la brique d'accompagnement et je pense que ça nous permettra de bien lancer les entrepreneurs sur les protocoles de collecte et d'analyse de leurs données. Parfait, je pense que c'est bien noté par tout le monde ici. Juliette, à toi le mot de la fin. Est-ce que vous avez, avec la Banque des Territoires, d'autres actions prévues pour lutter donc, contre ces fractures sociales et territoriales que nous avons tous évoquées aujourd'hui? Merci beaucoup. Là, je vais conclure, donc je ne vais pas être trop longue. Non, peut-être pour vous dire que la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts, on est aussi sur opérateur des programmes investissement à venir. Alors, c'est les PIA, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est des grands programmes d'investissement public, donc de l'État, que nous, on opère. Et il y a énormément d'actions sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Notamment, donc récemment, les campus connectés, qui sont des tiers-lieux d'accompagnement, enfin en tout cas de formation pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer en université. Donc en gros, c'est un lieu où il y aura un coach, des tuteurs, où il y a déjà un coach, des tuteurs, dans des milieux reculés, que ce soit géographique, que ce soit, en général géographique, que ce soit dans une région où il y a très peu d'universités, par exemple. Voilà, c'est des lieux pour les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer en université, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, pour plein de raisons, et du coup qui peuvent quand même avoir accès à l'enseignement supérieur. Et ça, on travaille beaucoup en lien avec nos actions sur la EdTech, à comment dans ces lieux-là, évidemment, on ramène de la EdTech, comment on va chercher des jeunes. Ça, pour nous, c'était un projet très important et c'est un projet PIA. C'était un projet PIA 3. Maintenant, il y a le PIA 4 et il y a plein d'actions. Donc, je vous invite vraiment, que ce soit entreprises, associations, collectivités, universités, allez voir parce qu'il y a vraiment plein de possibilités de monter des projets avec plein d'acteurs et de se faire financer.
notamment sur l'impact, la mesure d'impact. Donc je vous invite vraiment à chercher voilà, sur les moteurs de recherche, je ne vais pas reciter le nom quand même, mais voilà, allez voir parce que c'est des actions sur lesquelles on communique moins parce que c'est plus compliqué, c'est que de l'investissement, c'est que de la subvention publique, mais c'est vraiment important et je pense que c'est des leviers hyper intéressants pour réduire les fractures, toutes les fractures. Donc nous on se positionne particulièrement dessus parce qu'on travaille avec l'État, en plus de nos activités d'investissement évidemment en tant que privé dans les entreprises. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Profitons donc de la chance immense d'être en France et d'avoir tout cet argent à disposition. Merci à tous les 4. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.